Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Talk. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors en ce moment, il y a un dossier particulièrement qui vous occupe, c'est celui de la métropole du Grand Paris. Vous êtes très mobilisé pour défendre votre département. Concrètement, qu'est-ce que vous craignez sur ce dossier ? D'abord, moi, je crois à l'idée du Grand Paris. Parce que le Grand Paris, c'est justement d'essayer de prendre en compte la situation de la vie de nos habitants et de se dire surtout que c'est un territoire extraordinairement puissant, riche, attractif, mais qui est surtout marqué par des profondes inégalités. Et donc l'idée du Grand Paris, c'est justement d'essayer d'avancer pour lutter contre ces inégalités. Donc je crois à cette idée-là. Mais je dois dire que la manière dont le gouvernement et le président de la République semblent vouloir traiter le sujet m'étonne, me surprend. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous fait Parce que je pense que l'urgence, ce n'est pas le mécano institutionnel, le découpage, redécoupage de nos institutions qui semble passionner les hauts fonctionnaires et quelques élus. L'urgence, c'est de faire le Grand Paris dans la vie des gens. Et donc, moi, je crois au Grand Paris des projets. Le Grand Paris des projets, c'est par exemple ne pas retarder, même il faudrait accélérer ces lignes de transport du métro du Grand Paris Express. C'est concrétiser les engagements que la France a pris vis-à-vis du CIO sur les Jeux Olympiques et l'héritage pour nos territoires qui vont être transformés par ce grand projet. Et le gouvernement nous amuse depuis des mois, depuis des semaines avec une énième réforme de la gouvernance du Grand Paris. Mais par contre, fondre les 3 départements qui sont la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine. C'est pas si clair que ça. Dans 12 nouvelles structures administratives. Voilà, donc déjà, si vous voulez, quand on nous explique qu'il faut plus de lisibilité, plus de simplification, en supprimant 3 départements pour avoir 11 sous-départements, déjà, c'est pas très compréhensible. Donc moi, j'aurais un seul critère de jugement. Est-ce que cette nouvelle étape de notre organisation, elle va permettre, oui ou non, de lutter contre les inégalités, les disparités fiscales, financières, sociales, territoriales. Moi, je suis prêt à des évolutions. Oui, le département, il peut bouger. Il peut bouger dans ses compétences, il peut bouger dans son organisation, dans son rôle, dans ses moyens. Mais je veux une organisation qui permette, parce que je crois que les habitants y sont attachés, de préserver l'identité. Oui, la Seine-Saint-Denis, ça veut dire quelque chose en termes de catégorie de population, de politique publique. Il y a des politiques publiques qu'on a développées dans ce département depuis des années, auxquelles les habitants sont attachés. Et surtout, l'identité, et surtout, est-ce qu'au sortir de ce projet, on va lutter contre les inégalités. Est-ce que vous avez pu en discuter avec des membres du gouvernement ou le président de la République lui-même ? C'est aussi un deuxième problème, c'est que la méthode choisie par le gouvernement n'est pas une méthode transparente. On a eu tout l'été des rumeurs, des papiers de presse, des propositions de rendez-vous annulées, reportées, jamais refixées. Enfin, peut-être est-ce parce que nous avons élevé un peu le ton, oui, j'ai un rendez-vous prochainement avec le président de la République. La semaine prochaine à la fin du mois. À la fin du mois. Voilà. Très bien. Comment est-ce que vous qualifiez justement les relations qu'entretient Emmanuel Macron avec les élus, avec les territoires dont vous faites partie ? Visiblement, il ne les comprend pas. J'avais employé cette formule lorsqu'il a organisé la première conférence nationale des territoires. J'avais eu l'impression, vous savez, de ce film de Walt Disney où le serpent K dit à Mowgli « aie confiance, aie confiance ». Et donc oui, il y a ce discours où on essaye de nous dire « ayez confiance, nous voulons de nouvelles relations ». Mais il y a des actes. Il y a toujours cet grand écart chez Emmanuel Macron et le gouvernement, un peu entre le discours et les actes. Très beau discours sur l'importance des territoires, très beau discours sur la volonté d'en finir avec ces baisses brutales de dotation. Mais quelques jours après, des annulations de crédit, la suppression des contrats aidés, ce débat hallucinant en termes de méthode et d'objectifs sur le Grand Paris. Donc oui, je crois qu'il ne comprend pas les territoires. Et alors même que l'État, depuis des années dans notre pays, s'est désarmé en termes de moyens d'action, lui qui veut être le président du FER, il devrait s'appuyer sur les collectivités locales. Parce que la réalité de notre pays aujourd'hui, c'est que 30 années de décentralisation ont fait que les collectivités sont une arme puissante pour la puissance publique pour agir. On va parler d'un autre dossier qui vous tient à cœur, c'est le congrès du Parti socialiste. 5 candidats en lice, peut-être 6 si Julien Drey se décide, il semble hésiter. Alors Delphine Batho, Emmanuel Morel, Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, lequel de ces candidats semble pour vous le mieux placé ?
D'abord, ce congrès, ça doit être, il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est le congrès du sursaut, soit finalement ce ne sera qu'une étape pour le sursis du Parti socialiste. Donc moi, sursaut ou sursis. Et oui, c'est le sursaut ou c'est le sursis. Donc moi, bien sûr, je souhaite que ce soit le sursaut. Et pour ça, bien, il faut qu'il y ait quelques engagements clairs qui soient pris par les différents candidats. Alors oui, je vois bien aujourd'hui, par exemple, que, indépendamment des liens d'amitié qu'on peut avoir les uns avec les autres, je vois qu'Olivier Faure peut être en situation de rassemblement. Vous soutenez Olivier Faure ? J'ai besoin de 3 garanties sur un certain nombre de sujets. Que, par ailleurs, la prise de position, par exemple hier de Martine Aubry, compte pour moi parce que c'est quelqu'un qui a compté, pour qui j'ai beaucoup de fidélité, qui a remis le Parti socialiste au travail. Donc ça compte pour moi. Mais j'ai besoin de quelques garanties sur un certain nombre de sujets. Lesquelles, par exemple ? La première des choses pour moi, c'est qu'après une telle déroute électorale, et la déroute électorale, elle ne date pas de la présidentielle et de la législative. Nous avons, alors que nous avions tous les pouvoirs dans ce pays en 2012, nous avons perdu tous les scrutins. C'est que les nôtres, et notamment les habitants des quartiers populaires, nous ont tourné le dos. Donc la première des choses, ce que malheureusement nous n'avons pas fait depuis 6 mois, c'est de commencer par un inventaire lucide, sérieux. L'inventaire du quinquennat. Oui, ce quinquennat, il n'est pas intouchable. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui considéraient que tout avait été raté. Mais on commence par faire un inventaire, comprendre profondément pourquoi les nôtres nous ont quittés. On ne gagne pas dans ce pays sans la gauche ne gagne jamais sans la mobilisation des catégories populaires. Elles nous ont massivement quittés. Donc, 1, on doit faire un inventaire. 2, on doit être clair sur l'opposition à Emmanuel Macron. On doit inventer une opposition moderne. Il ne s'agit pas d'être caricatural, brutal. Une opposition claire. Parce que son projet, maintenant, il est clairement libéral et porteur de grandes inégalités. Et dernier point, il faut de nouvelles têtes, de nouvelles pratiques, une nouvelle majorité pour diriger le Parti socialiste. Tous ceux qui considèrent que ce quinquennat est intouchable, pour moi, je ne considère pas que ça soit la nouvelle majorité du Parti socialiste. Donc il faut créer une nouvelle direction, de nouvelles têtes, de nouvelles pratiques, justement pour aller à la reconquête des quartiers populaires. Certains plaident pour un rapprochement entre Olivier Faure et Stéphane Le Foll parce qu'ils sont sur une ligne, on va dire, à peu près semblable. Est-ce que c'est aussi votre souhait ? Vous voyez bien, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur le quinquennat, Stéphane Le Foll considère que le quinquennat est intouchable, que finalement ce ne serait qu'un déficit de communication. On n'aurait pas assez expliqué, communiqué, ou tout serait la faute des frondeurs. Non, moi je ne crois pas. Je crois que bien sûr il y a eu un problème d'articulation entre le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et le gouvernement, mais il y a eu d'abord le sentiment pour les nôtres que nous avions renoncé à un certain nombre de nos engagements, que nous avions, y compris sur la question des valeurs, renoncé, pour ne pas dire même trahi. Quand on finit le quinquennat sur la déchéance de nationalité et la loi travail, il ne faut pas s'étonner que les nôtres nous quittent. Et d'ailleurs, de ce point de vue, Olivier Faure avait posé quelques actes. Il avait dit son opposition à la déchéance de nationalité. Il avait, sur la loi travail y compris, cherché un consensus, un compromis entre le gouvernement et le groupe parlementaire, y compris les frondeurs. Donc ça compte pour moi. Mais j'ai besoin justement que dans les tout prochains jours, il affirme clairement les choses, y compris sur avec qui il a envie de travailler prioritairement pour incarner cette nouvelle direction pour le Parti socialiste. Vous avez sûrement lu le Figaro ce matin. Luc Carvounas craint des irrégularités lors du congrès, des bourrages d'urnes, des dysfonctionnements. Est-ce que vous demandez, comme lui, un vote électronique ? Alors la difficulté du vote électronique, c'est qu'il faut être en capacité maintenant de l'organiser. C'est un peu technique, mais il faut être en capacité d'y mobiliser beaucoup de moyens pour organiser quelque chose qui ne puisse pas être contesté. Donc en tout cas, ce qui est évident, et Luc, de ce point de vue, a parfaitement raison, il faut en finir avec un certain nombre de pratiques à l'occasion de ce congrès, et il faudra bien sûr tenir compte de ces nouvelles opportunités offertes par le numérique pour permettre à plus de militants de voter plus souvent, y compris à des sympathisants. Donc il faudra bien sûr passer à ce vote électronique. Stéphane Troussel, on vous a beaucoup vu aux côtés de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Pourquoi vous ne rejoignez pas son mouvement Génération, comme l'a fait par exemple Aurélie Filippetti cette semaine ? D'abord, oui, Benoît Hamon, c'est quelqu'un avec qui je continue d'entretenir des liens. C'est un ami. Je considère que ce qu'il a permis au Parti socialiste de porter pendant la campagne présidentielle, ça doit aussi être au cœur de nos engagements futurs. La social-écologie, le renouvellement de la démocratie, une nouvelle perspective européenne, la question du travail qui va être bouleversée par les opportunités du numérique, justement.
je lui ai dit, il sait, moi je choisis de participer à la reconstruction du Parti socialiste parce que je pense que c'est une force politique avec des militants, avec des élus locaux qui sont engagés. Il reste encore difficile de vous le dire. 100 000, combien sont à jour, je n'en sais rien, on verra bien à l'occasion de ce congrès. Et d'essayer de redynamiser cette force qui est une force militante, qui comptera de toute façon dans la reconstruction de la gauche. Moi, y compris, je souhaite que le Parti socialiste retrouve de la force, retrouve de l'énergie, y compris pour participer à la reconstruction de la gauche, à une, je l'espère, maison commune de la gauche, un jour qui réunira le Parti socialiste, une partie des écologistes, pourquoi pas une partie du Parti communiste et bien sûr les amis de Benoît Hamon. Est-ce que vous considérez, comme Benoît Hamon, que Emmanuel Macron cherche à criminaliser la pauvreté? C'est une formule qu'il emploie régulièrement pour critiquer le gouvernement. Si je regarde le discours sur les chômeurs, sur la stigmatisation des chômeurs, le contrôle des chômeurs, si je regarde la circulaire de Gérard Collomb sur le tri des migrants, il y a à l'évidence une volonté de pointer du doigt, de désigner comme des boucs émissaires les plus fragiles de notre pays, alors que parallèlement, le gouvernement multipliait un certain nombre de cadeaux au nom de sa théorie du ruissellement pour les plus riches de ce pays. C'est deux poids, deux mesures. C'est un discours, encore une fois, stigmatisant pour les plus fragiles, et c'est un discours cajoleur et surtout des actes de soutien aux plus fortunés de ce pays. Deux poids, deux mesures. On voit pourtant que la cote de popularité du couple exécutif est quand même particulièrement élevée. Est-ce que vous ressentez, par exemple sur le terrain en Seine-Saint-Denis, des personnes qui sont aussi assez bienveillantes à l'égard du gouvernement ? Je crois qu'il y a surtout, en tout cas du côté des milieux populaires, de l'indifférence. De l'indifférence. Qu'il y ait à l'échelle du pays une forme d'indulgence, voire de la bienveillance, en tout cas les enquêtes d'opinion semblent le dire. Je crois que ce dont bénéficie surtout Emmanuel Macron, c'est finalement cette espèce de miroir par rapport à des périodes précédentes. À l'évidence, il a de l'habileté. Il a de l'habileté sur la scène internationale, il a de l'habileté sur la scène européenne, il bénéficie y compris de circonstances assez favorables, l'affaiblissement d'Angela Merkel, la faiblesse de Donald Trump, une situation économique internationale qui semble être un peu plus favorable à la croissance. Mais les effets de sa politique, de ses choix, qui ne se font pas ressentir aujourd'hui, c'est pour plus tard. Les inégalités, l'accroissement des inégalités. On peut regarder tous les sujets. La question du logement, la question des quartiers, la question de la politique publique, sur la santé, sur les emplois aidés. Tout ça va produire des effets sur lesquels les nôtres vont, je l'espère, ouvrir les yeux. Il y a quand même des décisions qui sont prises. Dernière question avant de passer aux questions des internautes. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes? Manuel Valls a déclaré ce matin que le gouvernement faisait une erreur en abandonnant la construction de l'aéroport. Je pense tout l'inverse. Je considère que cette décision, elle est juste et courageuse. C'est un reniement par rapport à son engagement de campagne, mais de ce point de vue, c'est un problème pour lui, pas pour moi, parce que je pense que c'était effectivement la décision qu'il fallait prendre. Pour autant, j'entends aussi les élus, les associations, les milieux économiques du Grand Ouest qui disent que il faudra trouver une solution. Et j'entends aussi Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui dit oui, mais c'est quoi l'alternative? C'est d'accroître les capacités de l'aéroport de Nantes avec tous les problèmes de nuisance qui existent pour les riverains et les habitants de Nantes. Donc je crois que la configuration de cet aéroport imaginé il y a 50 ans ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui quand on veut transmettre une planète respectueuse de l'environnement et de l'avenir de nos enfants. Mais pour autant, oui, j'entends aussi la maire de Nantes qui dit et les nuisances des riverains, alors que, à l'évidence, le trafic aérien va progresser, va augmenter. C'est un sujet majeur pour les habitants de cette région. Merci beaucoup Stéphane Troussel, on vous a bien entendu. On passe maintenant à vos questions avec Tristan Quinom-Poil. Bonjour Tristan, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane Troussel, on commence avec une question sur les transports, ça intéresse beaucoup les internautes, c'est normal. Daniel se demande pourquoi le RER est toujours dans un état lamentable. Est-ce que
il y aurait des améliorations qui pourraient arriver. Quel regard vous avez là-dessus? Oui, vous imaginez bien que j'ai un regard parce que pour les habitants d'un département comme la Seine-Saint-Denis, la situation du RER, c'est un élément très important et notamment la ligne B du RER qui a souvent un certain nombre de difficultés. C'est d'abord des années de sous-investissement quand l'État a été responsable des transports en Île-de-France. Désormais, c'est la région Île-de-France. Il faut accélérer les transformations. Il faut mettre des moyens sur la table considérables pour faire en sorte d'en finir avec ces situations. Il y a un certain nombre du pass Navigo. Oui, c'est d'ailleurs là aussi un reniement de campagne de la présidente de région qui s'était engagée à ne pas augmenter le Navigo. Et surtout si les conditions de transport ne s'améliorent pas. Donc il est urgentissime de mobiliser des moyens conséquents pour que ça devienne une réalité, l'amélioration des transports. Donc moi, sur les transports, en Île-de-France et dans mon département, je considère qu'il y a la rénovation du réseau existant et le projet d'avenir, notamment le métro du Grand Paris Express. Bien justement, vous faites un peu le lien avec une question de Khalid qui demande que va apporter le Grand Paris. Lui, il voudrait savoir un peu concrètement, dans sa vie quotidienne, ce projet, comment ça va se traduire. Le Grand Paris, pour moi, c'est d'abord un outil pour qu'on en finisse avec ces inégalités dans ce territoire très important pour le pays. La région Île-de-France, c'est 30% du PIB français. Alors que ça représente moins de 3% de la population. Donc c'est une région à la fois puissante économiquement, financièrement. Mais ce qui empêche son développement le plus harmonieux, ce sont ces inégalités. Donc si je partage l'idée du Grand Paris, c'est d'abord que pour moi, ça doit être un outil de lutte contre les inégalités. Et notamment, faire en sorte qu'on en finisse avec ces modes de transport qui, pendant des années, ont obligé les habitants de banlieue à repasser par Paris pour se déplacer dans la région. Donc justement, ces lignes du métro du Grand Paris Express, 200 km de métro supplémentaires dans les 15 années qui viennent, doivent être absolument réalisées. Et je crains malheureusement que le gouvernement, au nom du respect de ce dogme de l'Union européenne des dépenses publiques qu'il faut systématiquement réduire, revienne sur les engagements qui pourtant avaient été ceux et du président Sarkozy et du président Hollande. Toujours sur les transports, il y a beaucoup d'habitants de Seine-Saint-Denis qui viennent travailler à Paris, ou en tout cas qui traversent Paris. Il y a une politique anti-voiture qui est menée par Anne Hidalgo. Quel regard vous avez là-dessus? Il y a beaucoup d'élus, y compris socialistes, qui sont de grande couronne, qui ont un regard parfois un peu compliqué. Non. Olivier Faure, notamment, avait... Il n'y a pas une politique anti-voiture d'Anne Hidalgo. Il y a Vous êtes favorable, en tout cas, à la politique qui est menée à Paris? Totalement favorable à la politique que mène Anne Hidalgo, parce que je pense que la préservation de la planète, la préservation des générations futures, c'est d'avoir d'autres modes de déplacement qui sont polluants et qui ont des conséquences sur l'environnement et la santé. Et donc la seule solution, c'est de développer massivement des modes de transport alternatifs. Et donc quand on veut défendre l'environnement, quand on invente un slogan qui a fait florès sur les réseaux sociaux, je pense à celui d'Emmanuel Macron, eh bien on est cohérent, on ne renonce pas à ce grand projet pour faire le Grand Paris des transports, le métro du Grand Paris Express. Une question de Noémie qui habite à la Courneuve, c'est votre commune. Elle s'interroge sur la sécurité. Elle dit que c'est loin d'être parfait. Est-ce qu'il y a des améliorations? Elle a dit qu'il faudrait plus de moyens. Elle a parfaitement raison. On ne fera pas plus de sécurité dans nos quartiers, en particulier à la Courneuve ou en Seine-Saint-Denis, avec moins de policiers. Et là encore, le gouvernement dit qu'il veut rétablir une police de proximité, police de sécurité quotidienne. J'y suis tout à fait favorable, mais il ne le fera pas à effectif de policiers constants. Ce dogme de réduction du nombre de fonctionnaires, 120 000 postes de fonctionnaires supprimés sur le quinquennat, qu'est-ce que ça veut dire pour la police, pour la justice, pour l'éducation nationale? Dans un département comme le mien, oui, il y a toujours un nombre insuffisant de policiers. Il y a insuffisamment de gradés, de magistrats, de greffiers, y compris quand il y a des faits graves, que les auteurs soient identifiés. Municipale à la oui, il y a une police municipale. Il faut l'armer? Est-ce qu'elle est armée? C'est souvent un débat difficile. Voilà. C'est un débat difficile, la question de l'armement de la police municipale. Mais en tout cas, je suis favorable et j'ai longtemps plaidé pour qu'il y ait une police municipale dans ma ville. C'est le cas et qu'elle s'articule avec le travail de la police nationale. Une question sur le PS, toujours à Lille, qui demande, est-ce que vous pensez qu'il peut un peu rebondir? Vous en avez discuté tout à l'heure. Vous êtes optimiste ou
La question, c'est pas d'être ni optimiste ni d'être pessimiste, c'est d'être déterminé. Moi, je crois que dans la reconstruction de la gauche, le Parti socialiste doit jouer son rôle et doit retrouver de l'énergie. C'est pour ça que j'ai choisi de participer à cette reconstruction nationale. J'y prendrai toute ma part, justement, avec une équipe renouvelée qui fait émerger des nouvelles têtes, de nouvelles pratiques et surtout qui part à la reconquête des milieux populaires. Il n'y a pas de victoire possible et durable pour la gauche sans la mobilisation des quartiers populaires. Quand ils sont mobilisés, comme ils l'ont été en 2012, nous gagnons. Sinon, nous ne transformons pas le pays et nous perdons à la fin. Donc, il faut que cette étape du Congrès soit justement un signal fort que nous leur adressons. Fort comme Olivier Faure d'ailleurs. Merci beaucoup Stéphane Troussel. Merci beaucoup Tristan. Très bon week-end à vous tous et vous retrouverez le Talk lundi avec Yves Tréhard. Merci.